Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première question, est-ce que vous voyez mon écran? La question classique qu'on pose à chaque fois. Oui, parfait. Alors, bienvenue à cette formation qui s'intitule La co-gestion de la zone tampon entre voisins. Est-ce possible? Sachez d'abord que c'est un projet qui est porté par le Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec, réalisé en collaboration avec le Centre d'innovation sociale en agriculture et le Centre d'expertise de transfert en agriculture biologique et de proximité. À la fin de cette formation, vous serez outillé à aborder les différents aspects de la gestion de la zone tampon, là. Donc, on vise vraiment aujourd'hui à aborder les aspects agroéconomiques, les aspects environnementaux et aussi l'aspect humain relationnel, parce que qui dit mettre en place des ententes, bien évidemment, c'est des relations entre producteurs. Donc, il y a certains enjeux de ce côté-là. On vous invite à prendre papier et crayon pour amorcer déjà avec nous une réflexion personnelle sur les avantages et les désavantages d'une éventuelle entente de cogestion dans votre entreprise. Et à la fin également, vous connaîtrez les outils disponibles pour faciliter la mise en place d'une entente de cogestion de la zone tampon. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il y a une documentation qui va vous être transmise dans les prochains jours. Alors, vous allez retrouver des fiches techniques qui ont été élaborées spécialement dans le cadre de ce projet-là, ainsi que des vidéos. On offre également un service d'accompagnement professionnel. Donc, sachez que le CETAB, sous certaines conditions, offre un service conseil là, pour vous aider, vous soutenir à mettre en place une entente de cogestion. Donc, tout ce qui concerne l'analyse agroéconomique ou encore l'entretien, l'implantation d'un aménagement favorable à la biodiversité, là, c'est quelque chose qui est possible de faire avec nous. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Hugo. Pour continuer l'introduction, on aimerait se présenter l'équipe de recherche qui est venue en appui dans ce projet. Il y a Anne qui est agroéconomiste, qui a un MBA, qui est conseillère aux entreprises au CETAB, qui vous présentera tous les aspects agroéconomiques. Notre collègue aussi, chercheuse au CETAB, Noémie Gagnon-Lupien, qui a une grande expertise sur tous les aspects de biodiversité, donc qui présentera tous ces aspects-là en lien avec les aménagements possibles et la zone tampon. Et du côté du CISA, nous sommes deux, mon collègue Pierre-Olivier Ouimet et moi-même. Pierre-Olivier a une maîtrise en gestion de l'environnement et moi-même un doctorat en écologie. Et on travaille sur tous les aspects interdisciplinaires. Pour ce qui est du plan de la formation, forcément, c'est bon. La touche, ça marche. On va commencer brièvement par des généralités sur les zones tampons, juste pour mettre un peu la table de quoi on parle, quelles sont les grandes lignes. Puis, vous aurez deux présentations plus longues qui seront suivies chacune des périodes de questions sur les bénéfices économiques de la cogestion, puis des bénéfices pour la biodiversité de la cogestion. Et on terminera par une période qu'on aimerait plus une période d'échange où on pourra vous présenter des aspects plus techniques liés au chiffrier concernant les aspects économiques. Puis on conclura ce webinaire aux alentours de 11h30. Donc, pour se remettre en situation, de quoi est-ce qu'on parle? Lorsqu'on parle de zone tampon, on parle bien de cette zone qui se situe entre, si vous voyez bien, un champ, une parcelle en régie biologique et un champ, une parcelle en régie conventionnelle. Ces zones tampons sont normées, elles respectent la norme biologique et, euh, et à ce titre, elles ont généralement une largeur minimale de 8 mètres, mais il y a un certain nombre d'exceptions. Dans tous les cas, il est important de se référer aux normes biologiques du Canada pour voir quelles sont les exigences des zones tampons en ce qui concerne l'agriculture biologique. Elles peuvent donner lieu à de très nombreux aménagements très différents. Ça peut être des cultures, ça peut être des haies brise-vent, ça peut être des chemins, des fossés, et donc assurer différentes fonctions qui peuvent donner des revenus ou permettre de favoriser la biodiversité. Dans tous les cas, c'est vraiment important que l'espace qui correspond à la zone tampon doit respecter les normes biologiques. Toutes les questions de régie de culture doivent s'appliquer selon les normes biologiques sur cette zone. Mais par contre, s'il y a des cultures qui sont issues de cette zone, elles ne peuvent pas être valorisées et commercialisées en bio. Donc c'est à partir de ce constat-là que toute la réflexion s'est établie autour du projet. Et puis on a la chance, j'ai vu parmi les participants qu'il y avait Jérôme-Antoine Brunel qui était dans le début de ce projet, qui avait fait
une dizaine d'études de cas sur des entreprises en régie biologique. Donc, je te remercie, Jérôme-Antoine, d'être parmi nous aujourd'hui. Et nous, côté SIDA, on a fait des entretiens avec des entreprises en régie conventionnelle. Et ça, c'est pour vous dire que ces entretiens étaient faits avec des personnes qui ont des ententes de cogestion et qui nous ont expliqué par le menu du détail comment ils faisaient, quels étaient les éléments à la fois techniques, économiques, et aussi leur perception de ces zones. Donc, un des premières réflexions à avoir, un des premiers constats, c'est qu'à chaque zone tampon, sa solution adaptée aux besoins des voisins. Donc, l'idée, c'est pas de donner une solution qui va convenir à toutes les situations, mais plutôt de réfléchir, d'avoir euh, une méthodologie pour réfléchir à est-ce que c'est intéressant d'avoir une cogestion de la zone tampon avec des haies brisements qui peuvent être entretenus par la ferme en régie bio. Là, c'est des exemples réels que je vous donne, des échanges de services liés aux différentes activités au cours de la saison, puis du partage ou du don de récolte, par exemple du foin qui peut être donné aux voisins. Donc, c'est à partir de tous ces éléments que vous pourrez réfléchir à ces questions de cogestion de zone tampon. Puis, je vais euh, passer la parole à mon collègue Pierre-Olivier sur les premières étapes et par où commencer. Oui, en fait, des cas qu'on a documentés de cogestion de zones tampons entre voisins, on a dégagé les aspects relationnels qui sont favorables à la mise en place d'ententes de cogestion de la zone tampon entre voisins et on les a traduits dans une démarche qui sera rendue accessible dans l'une des fiches qui vous sera partagée à la suite du webinaire. Donc, une démarche en 3 étapes. D'abord, ce qui est pertinent, c'est une réflexion individuelle ce qu'on propose. Donc, d'une part, individuellement, comment d'autres façons d'aménager, de gérer la zone tampon seraient favorables pour mon entreprise, pour l'environnement? Donc, quels sont mes besoins en lien avec la zone tampon? En deuxième temps, qu'est-ce que je connais de mon voisin sur la situation de son entreprise, sur ses préoccupations, sur ses valeurs en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que personne? Donc, réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon voisin pour ensuite engager la discussion avec celui-ci. Donc, encore là, tout dépend de la relation qu'on a avec le voisin. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît de longue date ou on a eu peu d'échanges avec celui-ci? Donc, faut varier un petit peu la façon de faire, mais dans tous les cas, c'est de vraiment aborder la question de la zone tampon de façon ouverte, avec beaucoup d'ouverture sur les préoccupations de son voisin, les façons dont il gère son entreprise et les divergences avec la façon dont nous, on gère notre entreprise. Donc, et selon les préoccupations du voisin, ben, orienter un peu la discussion et les possibilités d'entente de cogestion sur ce qui le préoccupe, sur la rentabilité économique, sur un souci de l'environnement. Et ce qu'on a remarqué dans les études de cas qu'on a documentées, c'est que souvent, le fait de maintenir, de développer de bonnes relations entre voisins, ben, ça joue pour beaucoup dans le développement d'entente de cogestion de la zone tampon. Et pour aller vers une entente formelle, ben, dans une autre fiche qui vous sera partagée, on vous propose des modèles d'entente qui sont non seulement une façon d'officialiser l'entente avec le voisin, mais qui constituent aussi des outils pour, entre voisins, donc convenir des détails de l'entente, la façon dont on fonctionne, les informations qu'on veut se partager, entre voisins pour, que l'entente fonctionne bien. Donc, un outil pour convenir de tous les détails, de tous les éléments à prendre en compte. Donc, voilà un peu pour les généralités en lien avec la zone tampon. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de présenter, fera plaisir d'y répondre. Oui, alors si vous avez des questions, soyez pas gênés. Vous avez l'option de lever la main. Vous pouvez aussi écrire dans le canal de discussion pour qu'on puisse poser votre question. Moi, je me demande si ça existe actuellement des personnes qui peuvent comme médier entre les deux si jamais il y a un problème avec une entente qui est en train de se faire. Y a-t-il des médiateurs qui existent actuellement?
La réponse, c'est non, pas forcément. Par contre, on a vu beaucoup de figures de cas où les producteurs se faisaient conseiller par le même agronome, ce qui faisait en sorte que cette personne-là jouait justement un rôle de médiation pour faire justement un balancier entre les enjeux et les intérêts de chacun des parties. Le but de cette entente-là, c'est vraiment de trouver des intérêts communs puis de mettre en place des ententes qui soient satisfaisantes. OK, C'est parce que par des fois, voie. des fois, les voisins ont de la misère à se comprendre, là, mais quand il y a un médiateur qui peut au moins faire le lien entre les deux pour essayer pour qu'ils parlent le même langage là, sur leurs propres besoins. Je comprends, mais à ce moment-là, un agronome commun ou un conseiller pourrait vraiment être une bonne personne pour ça. D'accord. Merci. J'ajouterais en un mot, si tu me permets, Émilie, Monsieur Pichette, je pense que sur des problématiques comme ça, moi je suis agroéconomiste, je suis conseillère en gestion. Ce type de situation-là, de tension ou litige, les conseillers en gestion, certains conseillers en gestion peuvent intervenir dans ce type de situation pour aider à que ce soit mettre des chiffres, parler des éléments X ou Y. Donc, dans ce cas-là, je pense que la façon de procéder, c'est de vous adresser au réseau Agri-Conseil qui peut vous orienter vers les dispensateurs qui peuvent être en fonction de votre besoin une ressource potentielle. D'après moi, des conseillers en gestion, ça peut être une option. Merci. Alors, dans ce cas-là, bonjour. Mon nom, c'est Anne Lemaitre. Je suis l'agroéconomiste dans le cadre du projet et j'enchaînerai sur la partie des bénéfices économiques. C'est intéressant. La partie, on l'a appelée bénéfices, fait qu'on va tout le monde être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a à gagner. Par contre, c'est sûr que, vous savez, aujourd'hui, même s'il y a des gens qui font de la cogestion, il n'y en a pas partout. Fait qu'on s'entend qu'il y a des choses, peut-être combien j'y gagne, combien j'y perds. C'est un petit peu ça les questions qu'on se pose. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Ça va bien? Parfait. Alors, dans ce cas-là, je vais aller de l'avant avec ça. Alors, c'est encore des éléments d'introduction là, mais je pense que ce qui est important quand on parle de chiffres, euh, je ne m'attends pas à ce que vous regardiez ce que je vous montre là, puis que vous vous disiez, ah ben oui, c'est ça mon chiffre chez moi, ou ce chiffre est faux. Je pense que quand on vous donne des repères économiques, c'est mon but à travers la présentation et dans les fiches que vous allez avoir, c'est que vous ayez une idée des ordres de grandeur, des montants financiers qui sont en jeu quand on parle de 1 km, 5 km, 1 hectare en bonne tampon. Est-ce que c'est beaucoup d'argent ou pas beaucoup? Donc, les ordres de grandeur, vous outillez sur comment faire le calcul, puis on le sait que soit vous êtes des conseillers qui avez d'autres spécialités, où vous êtes des producteurs et vous êtes bien occupés. Vous avez pas nécessairement des doctorats en finance. Donc, l'idée, c'est faire des calculs et les faire de façon simple et accessible et de vous outiller sur comment utiliser ou adapter des valeurs qui vont vous aider, des valeurs de référence au niveau technico-économique. Donc, les chiffres que je vous présente aujourd'hui, ce que j'ai utilisé pour vous montrer des chiffres sur le foin, sur le soya, ça vient des références économiques qui sont applicables. Donc ça vient du CRAC, des références économiques du CRAC, d'un certain nombre de choses que moi j'ai documentées au CETAB ou qui sont fournies par le Centre d'expertise en coûts de production. Euh, Évidemment, il y a une portée provinciale à des données de référence. Et quand on utilise des budgets, ce sont des budgets avec une bonne efficacité de production. Donc, ça va être important d'adapter à la réalité de votre entreprise et de votre région. Mais ce que je vous invite à considérer dans la discussion, c'est regardez l'approche qu'on vous propose, regardez la logique du calcul, de se dire pourquoi je fais plus, moins, égal, puis c'est ça. Donc, ça, c'est l'élément important à retenir au-delà des valeurs. Et ensuite, la notion importante avant de vous sortir des chiffres, c'est
de vous mentionner que quand on dit combien je gagne, mais le bon réflexe à avoir en gestionnaire, c'est de regarder les marges sur coût variable. Donc, on regarde ce qu'on gagne à la fin du compte. Là, c'est jamais uniquement le revenu brut, c'est jamais uniquement mon rendement puis mon prix. C'est toujours qu'est-ce que j'ai produit, qu'est-ce que j'ai gagné, mais je viens retirer les coûts que j'ai engagés pour réaliser ça. Et c'est en économie ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Alors, je vais vous passer rapidement la définition de ça. On va prendre pour acquis que la définition va être utile. Donc, ce qui est important quand on parle de marge sur coût variable, ben, les coûts variables, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Ce sont les coûts que vous engagez quand vous faites de la production agricole. Ce sont vos coûts d'intrants, les coûts d'opération culturelle, donc les semences, la fertilisation, faire fonctionner le tracteur, les coûts d'entretien, le carburant, tous ces éléments-là pour ce qui se passe dans le champ et ce qui se passe en post-récolte, donc entreposer, reprendre. euh, euh, Tous ces éléments-là sont des coûts variables. Donc, c'est sûr que pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça quand on parle de la bande tampon? Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va regarder qu'est-ce qui se passe selon que je la cultive ou je la transfère à mon voisin, on s'intéresse juste à ça. Donc, dans votre entreprise, les coûts fixes que vous avez, tous vos coûts de structure d'entreprise, donc toutes les charges d'administration, toutes les charges de possession qui sont liées à vos bâtiments, ça ne change pas. Donc, comme ça ne change pas, quel que soit ce que vous faites sur la bande tampon, on ne s'intéresse pas aux charges fixes dans les calculs qui sont là, mais on va vraiment regarder la marge sur coût variable, c'est-à-dire ce qui est disponible pour payer les coûts fixes de l'entreprise. Et ben, plus on a des marges, plus on est content de couvrir nos coûts fixes. Donc, c'est un bon indicateur à avoir quand on compare des scénarios, quand on compare des options. Et c'est pour ça que c'est l'information qu'on va regarder dans ce qui suit. Alors, j'espère que ça va bien. Et on va commencer par regarder le cas des bandes tampons, des zones tampons qui sont cultivées en foin. Donc, on l'a redit, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des entrevues. Ce qu'on a constaté, c'est que quand ce qui est dans les bandes tampons, ce sont des prairies, c'est là où en général les ententes entre voisins sont les plus faciles. Monsieur Pichet mentionnait tantôt, ah, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des difficultés? Euh, on s'entend que les relations de voisinage, c'est pas toujours bon. Dans le cas du foin, on a remarqué que souvent ça se passait bien. Alors, on va commencer par regarder les cas plus faciles. D'accord? Et pour vous situer au niveau des chiffres, donc là, on va considérer une bande tampon. Une bande tampon, Hugo le mentionnait en introduction, généralement, c'est 8 mètres de largeur. Là, vous savez, l'unité qu'on utilise souvent là, pour tous nos calculs, là, c'est les hectares, les acres, mais les hectares dans la documentation économique. Donc, vous voyez que quand on fait du foin bio, pour les gens qui sont bio dans la salle aujourd'hui, on va parler en termes de potentiel de revenus bruts, de produits bruts. On va parler de 1650 $ de produits bruts. D'où ça vient ça? Ça vient d'un rendement en tonnes de matière sèche de 5,5 tonnes et d'un prix de 300 $ la tonne de matière sèche. Et vous voyez que l'unité souvent qu'on considère, c'est des balles rondes. Donc, c'est un peu plus, c'est plus ou moins 10 balles à l'acre et 78 $ la balle. Les chiffres que je vous annonce ici, et je parle de balles rondes de 4 par 5, donc 1650 $, c'est le revenu brut. Quand vous retirez les coûts variables, les intrants, les semences pour le foin, tous les coûts d'entretien d'opération, déjà, on arrive à 500 $ pour la marge sur coût variable. Donc, ça, c'est l'information de base de quand je fais du foin bio, c'est ça normalement que je retire avec mon hectare de foin bio. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous voyez dans le tableau ici, 550. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe? Donc, juste pour vous resituer, excusez-moi, quand on parle de 1 hectare, là, vous voyez que 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Quand on a 1 kilomètre de bande tampon, ça représente 0,8 hectares de superficie. Donc, pour vous situer, si chez vous, vous avez 1 kilomètre de bande tampon, ou si votre voisin bio a 1 kilomètre de bande tampon qu'il partage avec vous, ça veut dire que potentiellement, la marge pour lui qu'il a sur cette longueur-là, c'est 0,8 hectares. Donc, 0,8, c'est 80%. C'est 440 ce que ça représente comme marge. Et je vous mentionne que dans ce que j'ai appelé coût variable, là, il n'y a pas le travail. C'est pas que c'est pas important, c'est que vous allez voir, un peu de patience, on va l'ajouter à la fin parce que le travail, combien je le paye, c'est combien en plus en moins, c'est compliqué, fait qu'on va le traiter à part. Donc, maintenant, ce qui est important, quand on est dans une bande tampon, qu'est-ce qui se passe concrètement? On ne peut pas commercialiser, on ne peut pas valoriser les récoltes au prix du bio. Donc, les stratégies que les producteurs bio adoptent, il y en a 2 qu'on voit souvent. Premièrement, ben, comme je ne peux pas le vendre à son plein prix, ben, je vais le laisser au sol. Donc, je ne vais pas avoir de revenus. Donc, si je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de marge. Ce que je vais faire, c'est que comme je sais que je ne vends pas, je vais minimiser mes dépenses. Autrement dit, je vais mettre moins de fumier. Je ne vais pas faire toutes les coupes. Donc, je vais avoir un déficit parce que c'est sous-utilisé, mais je vais avoir un déficit que j'essaye de rendre plus petit. Donc, ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie, c'est, ben, je ne peux pas, moi, le valoriser au prix bio, mais je vais m'entendre avec mon voisin, je vais lui céder, je vais lui donner. Et par contre, lui, c'est lui qui va s'occuper de la récolte, c'est lui qui va s'occuper de l'entreposage. Et ce foin, il a une valeur conventionnelle. Donc, souvent, ça va s'arranger par des ententes d'échange de biens ou d'échange de services entre les voisins. Comment ça se traduit en chiffres? Donc, vous voyez que ce que je vous disais, dans le plein champ, en bio, normalement, un producteur retire 550 pour 1 hectare de son foin bio. Si, pour la colonne du centre ici, vous laissez le foin au sol, eh bien, vous n'avez pas de revenus, vous minimisez vos charges, mais vous avez quand même une perte. Donc, vous avez une perte de 250 par hectare. Et si je donne mon foin au voisin, ben, je n'ai pas de revenus parce que je lui donne. Je vais quand même faire un certain nombre d'opérations, un peu moins puisque je ne m'occupe pas de la récolte et de l'entreposage, mais j'ai quand même des charges. Donc là, j'ai un déficit et souvent, c'est ça que je vais venir monnayer contre un échange de services ou de biens. Donc là, on est juste à constater, dans le cas d'un producteur bio, qu'est-ce qu'il vient perdre? C'est ça qu'il vient perdre quand il a sa bande tampon, parce qu'il n'a pas le choix, qui n'est pas valorisable au prix du bio. Alors, on y arrive. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qui se passe si je m'entends avec mon voisin pour que mon voisin, qui lui est conventionnel, s'il prend la bande tampon, qu'est-ce qui arrive chez lui? Qu'est-ce qui arrive chez lui? Ben, puis là, je fais l'hypothèse que c'est du foin aussi. Donc, le rendement, on a souvent un petit peu plus de rendement, mais c'est du même ordre, 10 balles à l'acre. Le prix conventionnel est plus bas. Tantôt, on parlait de 68 là, on parle de 54 Et mais on s'attend à ce que le voisin qui donc fait ce revenu brut de 1300, ben, il a une marge normalement avec son foin, là, il a une marge de 144 C'est un petit peu moins qu'en bio avec ces chiffres-là. Maintenant, donc c'est les chiffres que vous voyez ici dans la colonne de droite, c'est ce qu'il gagne normalement. Maintenant, s'il récupère la bande tampon chez lui, ben on s'attend à quoi? À une baisse au niveau de son revenu, au niveau de ses rendements. C'est sûr que ça va baisser. Et une légère baisse de ses coûts variables, puisqu'il y a certains intrants, engrais chimiques qu'il ne met plus. Donc,
on passe là à une perte aussi pour lui. Donc, il fait encore une marge, mais moins importante. Donc, il a un inconvénient à récupérer la bande tampon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est sûr que, c'est ce que je viens de vous expliquer, le producteur réduit sa marge, le producteur conventionnel. Donc, si on résume et qu'on regarde le portrait des deux situations, quand on déplace la bande tampon chez le producteur voisin, le producteur, lui, il utilise complètement son champ en régie biologique, il récupère ses marges plutôt que de faire un déficit, les chiffres qu'on avait en rouge. Et le producteur conventionnel, lui, qui accepte de prendre la bande tampon, va réduire sa marge. Et on s'entend là, je vous ai donné des valeurs probables et des valeurs des références. Il peut y avoir des variations. Mais l'espace de négociation, l'espace pour une entente, c'est qu'il y en a un qui récupère ses marges et l'autre qui va faire des pertes. Mais donc, on peut travailler sur compenser le travail et les pertes du producteur conventionnel avec l'avantage qui est récupéré par le producteur bio. Donc, on va venir proposer un dédommagement. Pour vous fixer les idées là-dessus, donc, on va faire un exemple ensemble. Donc, on va figurer qu'on a une longueur de 5 km de zone tampon. Et donc, si on a 5 km x 8 mètres, ça fait 4 hectares. Le producteur bio qui va donc transférer la bande tampon chez son voisin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère sa marge de 550 $ qu'on a vu au début. Non seulement il récupère sa marge, mais il ne fait plus la perte. Donc, au total, son avantage, c'est les 550 plus les 250. Ça fait 800 sur 4 hectares, ça fait 3200 $ qu'il récupère. Donc, 5 km, 3200 hectares, je récupère. Le voisin, lui, tantôt, on a dit, ben, il va baisser sa marge. Il est passé de 144 au départ à 58, donc il perd 86 $ par hectare. Ça veut dire que si on ramène ça à 4 hectares, c'est 344. Ici, je gagne 3200. Ici, je perds 344. Et à ça s'ajoute un travail de, ben, il faut que je sépare, il faut que je gère cette partie séparée. Donc, le conventionnel, il a une charge de travail et de gestion en plus. Maintenant, donc, un exemple de comment vous pourriez vous entendre, si c'est votre cas. Donc, on pourrait dire, ben, regarde, moi, j'ai gagné 3200 $. Ben, on va partager mon avantage en deux. Donc, je prends mon 3200, je le coupe en deux, 1600 pour moi, 1600 pour toi. Ou bien, ben, le voisin a une perte de 344, il y a du travail en plus. Le producteur pourrait s'entendre puis dire, ben moi, je vais venir te compenser. Moi, je ne ferai pas 3200 $ tous les ans. Là, en bio, ça varie. Donc, je vais venir te compenser pour 500 $. Donc, vous voyez que la situation économique offre la marge de négociation et il peut y avoir évidemment toutes sortes d'autres ententes, mais voilà deux exemples. Alors, j'espère que l'exemple vous a fixé les idées et vous donne envie de continuer. Et vous voyez que la conclusion, c'est que, ben, en tout cas, il y a plein de possibilités, mais on va chercher le plus haut potentiel économique au global entre le voisin et le producteur bio. Ben, finalement, on arrive à trouver une solution qui est somme toute gagnant-gagnant. Là, je parle au point de vue économique, je ne parle même pas des éléments environnementaux. Maintenant, juste au niveau du timing, Émilie, puis Magali, est-ce que j'ai encore combien de temps pour parler? Ça va? Je vais passer à la deuxième et dernière partie de ma présentation qui parle des grains, puisque en grains bio, on s'entend que c'est un enjeu qui est important parce que les marges sont élevées en grains bio. Là encore, il y a des fluctuations annuelles de marché ou de rendement, mais on s'entend que c'est quelque chose qui représente des valeurs de revenus et de marges élevées. Je vous donne ici l'exemple. On va prendre le cas du soya.
Donc, vous voyez que quand on parle de soya, on parle de 3 600 $ de l'hectare en produits bruts, 2 800 pour les marges sur coût variable. Puis là, la base de ça, c'est un prix à 1 183 $ la tonne et un peu moins de 3 tonnes à l'hectare pour une valorisation soya humain bio. Donc, ça, c'est ce qui se passe en plein champ, vente bio. En banque tampon, qu'est-ce qui se passe? Soit les producteurs vont laisser ça en foin au sol, soit, souvent, quand il y a une possibilité avec une coopérative, avec des voisins, de commercialiser du soya sur le marché du conventionnel, alors le producteur bio va déléguer, va laisser la production et la vente à une organisation coopérative, à un voisin. Et donc, si c'est le cas, ben, c'est sûr que on maintient une marge, mais la marge est moins haute que s'il vendait sur son marché habituel en bio. Concrètement, je vous montre les chiffres. Donc, voyez que ce qu'on a, c'est en plein champ, on va chercher ce que je vous nommais, un bon niveau vraiment de marge en soya bio, près de 2800, mais avec une récolte et une vente sur le marché conventionnel, on maintient une marge, mais on tombe sur du 1300. Donc, on passe de 2800 à 1300. Donc, c'est vraiment une contrainte, la bande tampon. Est-ce qu'on a, comme en foin, est-ce qu'on a une marge de négociation en transférant la bande tampon chez le producteur conventionnel? Donc, en conventionnel, les niveaux de prix ne sont pas aussi élevés. Donc, on arrive quand même en conventionnel à 1700 $ de l'hectare de marge sur coût variable. Si la bande tampon est transférée, donc l'enjeu, c'est qu'on on va venir arrêter les intrants chimiques. C'est sûr que les baisses de rendement vont être potentiellement là. Il y a un enjeu de sarclage mécanique qui est à faire dans ce cas-là, qui est souvent justement géré par le producteur bio qui fait partie de l'entente. Et voyez que pour vous illustrer les montants en jeu, ce que je vous ai mis ici, c'est en figurant que le voisin, production conventionnelle, fait un rendement de 70% de son rendement habituel. D'accord? Donc, dans ce cas-là, sa marge passerait de 1700 à 1227. Donc, ça veut dire qu'il a une perte de 500 $ de l'hectare. Et c'est ce que vous avez illustré ici, la perte qu'il a. Donc, est-ce qu'on a encore une façon de s'entendre? Donc, ben, on l'a vu, la marge était élevée pour le producteur bio et elle est en tout cas plus élevée que la perte de son voisin. Je vais y aller avec un exemple en espérant que je ne vous ai pas trop étourdi avec les chiffres. Je reprends le même exemple de 5 km de bande tampon, 4 hectares. Voyez que le producteur bio, en récupérant son gain habituel, lui, il récupère quasiment 1500 $ par hectare. Ça veut dire 6000 $ d'enjeu. Par contre, c'est sûr que le plus souvent, il va venir faire les sarclages chez son voisin. Fait qu'on peut déjà déduire de son avantage ici le coût de 4 passages de ou rotative et peigne à l'hectare. Ça représente 400 $. Donc, son avantage net, ce qu'il a en main pour compenser, pour lui refaire son profit et compenser son voisin, c'est 5600 $. Et par contre, son voisin, lui, dans le chiffre que je vous montrais, on parlait d'un ordre de grandeur de 500 $ par hectare. Donc, ça va faire une perte pour l'exemple qu'on a de 1860. Donc, vous voyez qu'on était à ici 5600, 1860 à compenser. Et on prend en compte qu'il y a une charge de travail et on a pris en compte que les sarclages étaient faits par le voisin biologique. Question pour vous, ou en tout cas, est-ce que l'entente est possible?
Je vous donne la réponse, puis je vous laisse réagir après pour les questions. Mais voyez que l'avantage, 5600, de la même façon que tantôt, on pourrait dire on le partage en deux, et puis donc ça fait chacun 2800. Ou encore, on pourrait trouver toute autre entente qui pourrait sembler équitable entre les deux parties. Donc, évidemment, vous êtes selon vos régions, selon vos situations, vous êtes pas et c'est pas nécessairement ces deux cultures-là qui sont en place, mais on voit qu'il y a de l'espace pour la négociation. Donc, on voit que quand un producteur bio transfère la bande tampon chez son voisin, il récupère sa marge potentielle, et comme on parle de marges qui sont 2 000 $ de l'hectare en soya, souvent plus de 3 000 $ de l'hectare pour du maïs grain, ben, ce que vous devriez retenir de ce qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, ça vaut le coup d'en discuter. Ce qui donc conclurait ma présentation. Pour le chiffrier, je veux simplement vous informer puis vous montrer une image qui transite à l'écran là, dans la dernière partie de notre présentation aujourd'hui, on a préparé un petit chiffrier Excel pour vous aider à utiliser vos chiffres pour faire des calculs qui sont plus faciles pour vous, mais ça se fait et ça se fait en même pas 20 lignes, d'accord? Donc, pour vous rassurer euh, que c'est des choses qui se calculent quand même assez facilement. Ce qui mettrait terme à ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc oui, tous les outils, les fiches, les vidéos et la rediffusion de la formation vont être disponibles au courant de la semaine prochaine, là, et vous recevrez un courriel quand le matériel va être prêt. J'ai vu une petite main du côté de M. Pichette. Oui, Ouais. allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Au niveau de la norme bio, est-ce qu'à ce moment-là, il exigerait du voisin un affidavit de gestion de bande tampon ou quelque chose comme ça? Parce que là, c'est sûr que si la bande tampon est transférée chez le voisin, c'est le producteur bio en réalité qui devient comme responsable de ce que le voisin va faire avec sa bande tampon. C'est ça. Nous autres, au niveau de l'inspection ou des normes biologiques, est-ce que ça va être comme en plus d'exiger une entente et signée, est-ce que ça va exiger aussi un affidavit de la part du producteur bio, comme de quoi qui se responsabilise pour son voisin? Ah, on a une main levée. Catherine Goulet, est-ce que vous vouliez répondre à la question? Ouais, ben c'est ça, si jamais à moins que quelqu'un d'autre voulait répondre, parce que je l'ai vécu récemment. Le producteur, dans le fond, l'affidavit que nous, en tout cas, le modèle qu'on a à Québec Vrai, Michel, c'est le même qu'on a, il prévoit ça, là, il est écrit dans le fond, c'est soit l'affidavit dit le voisin n'a pas mis d'intrants dans son champ du tout, ou on peut écrire la grandeur de la bande tampon qui a été préservée là, sans intrants. Ça fait que l'affidavit, en tout cas, à moins que je me trompe, là, mais l'affidavit est fait pour ça. De notre côté, là, pour mentionner que le voisin n'a pas mis d'intrants dans une bande de tant de mètres, puis le voisin signe. Donc, OK. ça serait suffisant. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont de quoi ajouter là-dessus. On a d'autres gens de Québec vrai ici. Est-ce que quelqu'un veut compléter les propos de Mme Goulet? Ou ça va? Ah, monsieur, j'espère que je vais le dire comme ça, Fonticella. Je voudrais juste préciser la réponse qu'a offerte Mme Goulet. Elle est bonne. C'est seulement ça qui doit être fait. Mais en tant que certificateur, je pense que nous aurions besoin d'accéder aux informations de la part du producteur conventionnel sur sur les pratiques. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment... l'affidavit devrait suffire. En effet, oui, excusez-moi. Je réfléchis une deuxième fois. L'affidavit devrait suffire en tenant compte que l'affidavit est une déclaration assermentée signée par quelqu'un. Donc, euh, il y a toujours une affaire de confiance qui est en jeu. On fait confiance aux gens qui signent de leurs mains un engagement à respecter une entente, par exemple, comme celle qui est proposée avec son voisin. Donc voilà. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Mme Goulet, la main est encore levée. Est-ce qu'il y avait... Oui.
Ben, Oui, en même allez-y. temps, c'est ça. Oui, on ne sait pas trop ce qui se passe chez le voisin officiellement. Nous, on n'inspecte pas le voisin, mais c'est le producteur qui est le producteur bio qui s'entend avec son voisin. Donc, lui, il est quand même garant aussi il sait qu'est-ce que son voisin fait dans la bande tampon. Je veux dire, s'il le voit épandre des intrants interdits, c'est ça. C'est plus avec le producteur bio qu'on va discuter pour valider cette entente-là est bien respectée par votre voisin, là. C'est comme ça que je le verrais. Oui, Tout allez-y à pour fait. conclure. Il faut retenir que pour un organisme de certification, le responsable du maintien de l'intégrité de son produit biologique, c'est le demandeur de la certification, pas le voisin. Autrement dit, les organismes de certification vont demander des comptes aux producteurs bio et non pas à leurs voisins. Puis ça, il faut que ce soit absolument clair entre les deux parties. S'il y a un problème, c'est certainement le producteur bio qui va en souffrir. Mais Mhm. en principe, il ne devrait pas en avoir. Si le producteur conventionnel respecte son engagement de ne pas appliquer des produits interdits dans la bande de tampons, il n'y aura pas de problème à aller de l'avant avec ce genre d'entente. Alors voilà. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos conférenciers? Non, on va pouvoir poursuivre. Juste Mais si tu peut-être me un permets. petit commentaire. Oui, vas-y, Oui, Hugo. oui, allez-y. Je vais juste dire que nous, il y avait quand même 2 fiches sur ce sujet-là pour essayer justement d'accompagner la réflexion, donc avec justement le modèle d'entente qui essaie de récolter toutes les informations qui étaient nécessaires pour ça. Puis il y avait aussi une fiche sur les dérives justement pour bien comprendre quoi faire dans ces situations-là et justement s'assurer qu'on est bien dans une bonne situation et qu'on anticipe l'éventualité, toutes les éventualités. Merci, Hugo. Anne, est-ce que tu voulais compléter quelque chose? Un mini commentaire, parce que je trouve ça intéressant, les interventions qu'on a eues. Effectivement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que de toute façon, la norme biologique continue d'être appliquée et la responsabilité reste sur le producteur biologique. Ce que je trouve intéressant dans le commentaire qu'on a là, c'est ce qu'on voyait dans la phase d'entrevue puis de collecte d'informations, c'est il y a des freins à cette dynamique-là. C'est pas évident de s'entendre. Euh, il y a des enjeux financiers, mais là, on a montré des éléments financiers, mais finalement, c'est des enjeux de responsabilité, de confiance qui Mhm. peuvent venir. Puis, ben, effectivement, comme Hugo l'a nommé, je pense que c'est important dans les fiches de voir qu'est-ce que vous aurez comme outil sur les aspects humains. Mais par rapport à ce que M. Fanticella vous nommiez, là, je pense que effectivement, je pense qu'une des lignes qu'on essaie d'encourager dans cette dynamique-là, c'est comment établir des relations de confiance. Et la partie économique est une partie des réponses à ça. La partie économique, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de dire, ben, au-delà des perceptions, au-delà des craintes que j'ai, comment est-ce que je suis capable de ramener les options qu'on a à... on parle de combien de rendements, on parle de combien de pertes, puis est-ce qu'on est capable d'avoir une solution équitable? Donc, c'est un petit peu l'élément que je voulais simplement rappeler, mais effectivement, au final, il y a quand même, de toute façon, et la réglementation qui s'applique, puis la confiance qui doit être là. Excellent. Merci. Oui, Madame Taguet. Oui, ben, moi aussi, je suis de Québec vrai, mais je suis aussi productrice petite superficie en maraîchage. Et le frein est beaucoup plus un frein humain, souvent, pour pouvoir faire ces ententes-là, que même que ce soit un frein monétaire. Moi, j'avais une entente avec mon voisin, puis du jour au lendemain, il me l'a, en bon français, envoyé dans les dents. Et il m'a dit, de toute façon, c'est toi qui as la responsabilité de conserver tes affaires bio chez vous. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs bio qui le vivent. Oui, on doit, comme producteur bio, s'assurer, on est responsable de notre intégrité, mais je pense qu'au-delà de l'impact financier, il y a un impact de société important qui est quand même bien présent. C'est le fait que les producteurs conventionnels ne sont pas tous ouverts
à vouloir prendre une partie de la charge parce que la norme actuelle met l'entièreté de la responsabilité sur le producteur bio. Donc, c'est ça souvent qui fait que les ententes sont très difficiles à obtenir de cohabitation entre les producteurs bio et non bio, parce que de toute façon, le producteur conventionnel lui dit c'est pas ma charge, finalement, j'en ai rien à faire. C'est une réalité que beaucoup de producteurs, notamment les plus petits, vont vivre avec leurs voisins en tant que. De là l'importance de bien s'entourer, justement, pour avoir peut-être un expert qui peut agir aussi en tant que médiateur pour trouver un terrain d'entente dans des zones neutres le plus possible. Ce Et sont des d'avoir êtres peut-être passionnés et émotifs. ouais, et d'avoir peut-être aussi un message plus global provenant, justement, là, c'est intéressant de voir que c'est l'UPA qui pilote, mais un message plus global de tolérance, de cohabitation qui émane vers les autres producteurs. Tout à fait. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tanguay, pour votre intervention. Est-ce que on poursuit? Est-ce qu'on y va avec la prochaine partie? Si Parfait. tu crois que si on fait peut-être un petit commentaire là-dessus, Bien sûr. sur ce témoignage, parce que effectivement, c'est un point vraiment important là, de refléter cette charge mentale perçue par des productrices et des producteurs Mhm. bio et conventionnels tels que où se situe la responsabilité. Puis nous, c'était vraiment intéressant de voir justement dans le discours de personnes qui étaient des producteurs conventionnels, comment est-ce qu'ils envisageaient ça et comment est-ce qu'ils plaçaient ce respect et cette coopération. Donc c'est sûr que c'est ces questions auxquelles on vous invite vraiment à réfléchir, puis on n'a pas une position d'aller absolument vers une entente à tout prix, mais plutôt de favoriser, de faire cette sensibilisation. Et puis moi je pense que c'est aussi ces personnes qui sont en régie conventionnelle, qui sont engagées dans des ententes, qui sont des alliés de poids pour faire passer ce message-là auprès d'autres personnes qui ont des pratiques conventionnelles. Donc c'était aussi à partir de ça qu'on avait fait notre analyse. Et puis on espère vraiment que les éléments qu'on vous a apportés seront aidants. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires dans le futur, comme on l'a indiqué en début de présentation. On est très intéressé par ça pour continuer d'améliorer les outils qu'on a mis en place. Excellent. Merci, Hugo. Noémie, c'est à ton tour. Donc, je poursuis. En fait, pour vous montrer d'autres options pour cette zone tampon-là. Donc, on va parler ensemble d'aménagement pour la biodiversité. J'avais envie de commencer en vous présentant des chiffres parce qu'on parle quand même beaucoup de biodiversité, mais des fois, les arguments nous manquent, puis il nous manque peut-être une vision globale de ce qui se passe, du moins au Canada. Donc, je vous ai sorti des chiffres, en fait, sur le déclin des espèces contrôlées au Canada. Donc, beaucoup de groupes qui sont suivis entre 1970 et 2014. Donc, ce n'est pas des données extrêmement récentes, mais je pense que ça tresse un bon portrait, là, du moins en chiffres, de ce qui se passe. On parle, pour le Canada, d'une diminution de 34 des reptiles et amphibiens, de 20 des poissons, de 43 des mammifères et une légère augmentation de 7 des oiseaux, donc sur le territoire canadien. Vous l'avez vu, une légère augmentation des oiseaux, mais pour ce qui est des oiseaux champêtres, donc souvent les oiseaux qui vont habiter, entre autres, sur les fermes de grande culture, il y a des déclins massifs, dont celui du goglu des prés. Donc, c'est une espèce qui est désignée menacée depuis 2010 au Canada et au Québec. Une diminution de 88 de la population canadienne là, entre 70 et 2014. C'est 6600 goglus qui sont tués chaque année, particulièrement dans la gestion des prairies, donc la fauche des prairies qui crée de la mortalité là, au niveau des œufs et des oisillons lors du fauchage. Et sont également affectés par la population, pas la population, mais la pollution à l'utilisation des pesticides là, qui accentue ce déclin-là. Donc, c'est majeur, c'est vraiment un effet notable, entre autres, sur cette population. Puis pourquoi on en parle autant en territoire agricole? Bien, en fait, la zone agricole du sud du Québec fait partie des régions prioritaires de protection au Canada. Donc, c'est là qu'il y a un grand nombre d'habitats essentiels aux espèces menacées, des espèces animales dans ce cas-ci. On va surtout parler d'animaux ensemble.
Des espèces donc, dont l'habitat se situe en territoire agricole au sud du Québec. Et ce qui est particulier dans ce territoire-là, c'est que la préservation des habitats essentiels va être en terre privée. Donc, c'est vraiment des actions qui sont difficiles, des mesures de protection qui sont difficiles à déployer pour le gouvernement parce qu'on est en terre privée. Donc, c'est vraiment des actions par les propriétaires de ces terres-là qui doivent être mises en place pour réussir à rétablir puis à sauvegarder là, plusieurs des espèces qui sont actuellement menacées. Et puis, je le mentionne rapidement, c'est aussi une zone de refuge climatique. Donc, en changement climatique, on s'attend à ce qu'il y ait une migration de plusieurs espèces dans le sud du Québec, là, le portrait va devenir encore plus important probablement là, pour la préservation de la faune dans le futur. Pourquoi dédier cette zone-là à la biodiversité, cette zone tampon? D'abord, si on y installe des haies d'arbres et d'arbustes, je vous présenterai différents modèles par la suite. Souvent, ça va être des zones qui vont être extrêmement intéressantes pour ce qu'on appelle la connectivité des habitats puis les corridors écologiques. En fait, ce qu'on veut par cette zone-là, qu'on va aménager avec des haies, c'est vraiment faire une connexion, faciliter les déplacements entre les milieux naturels qui existent déjà sur la ferme ou d'autres aménagements qui ont été mis en place. Donc, c'est vraiment des corridors de déplacement. La faune va préférer se déplacer sous couvert de la végétation, donc pas à la vue. Et ça permet une certaine restauration de la fragmentation d'habitat qui est liée à l'agriculture et qui, elle, est une des principales causes de déclin de la biodiversité. Si on veut davantage axer sur la lutte biologique, la pollinisation, bien là, on va aller vers des aménagements qui vont comprendre des strates fleuries, donc haies arbustives, des prés fleuris, des aménagements multistrates. Ça va permettre à la fois d'attirer des insectes pollinisateurs pour favoriser la pollinisation de nos cultures, mais aussi d'attirer des insectes prédateurs et parasitoïdes qui vont permettre un contrôle naturel des ravageurs de nos cultures. Donc, plusieurs insectes bénéfiques ont des distances de déplacement très courtes. Donc, l'idée d'utiliser la zone tampon, c'est d'offrir aussi des relais sur l'entreprise pour un déplacement de cette faune bénéfique-là. Entre autres, dans le cas des haies brise-vent, on a vu des études qui ont été réalisées là, à proximité de champs de soya qui montrent que les sites avec des haies brise-vent présentent moins de ravageurs, donc moins de trips et de pucerons que les sites où on ne trouve pas de haies. La haie sert donc de refuge, de nourriture et de site de reproduction et d'hivernement pour les prédateurs et les parasitoïdes du puceron. Ils vont également limiter la propagation des trips par le vent. Donc, on utilise souvent là, les haies comme contrôle de la circulation de l'air comme ça. Et ça va m'amener aussi à parler de dérive des pesticides. Donc, la haie d'arbres ou d'arbustes de grande taille va aussi permettre de freiner la dérive des pesticides. Une haie brise-vent peut réduire de 60 à 90 la dérive des pesticides en été sur une distance d'environ 3 fois la hauteur de l'arbre. Ce qui va améliorer aussi l'efficacité des applications de pesticides, donc des pesticides qui vont atteindre davantage leur cible et qui vont être moins susceptibles d'être transportés par le vent. Tout ça, c'est un peu pour vous donner des arguments dans vos réflexions, mais aussi dans vos échanges avec votre voisin. Et là, je vous présente différents types d'aménagements favorables à la biodiversité, avec des chiffres aussi pour vous montrer un peu les coûts et où est-ce que vous pouvez intervenir là, pour parler de cogestion. On va voir ensemble 4 grands types d'aménagements: les haies arborescentes, les haies arbustives, les haies multistrates et les prés fleuris. D'abord, la haie arborescente, c'est en fait une implantation d'arbres en rangée, donc alignés sur une ou plusieurs rangées. L'avantage de ce type de haie-là, c'est vraiment la dérive qui freine la dérive des pesticides, donc moins de risque de contamination des cultures, meilleure efficacité des traitements. On va aussi réduire l'érosion des sols, augmenter le couvert de neige. Il y a possibilité d'intégrer à cette haie-là des feuillus nobles qui permettent un revenu à maturité. Et on en parle de plus en plus de la bourse du carbone. Donc, il y a une séquestration importante de carbone dans le sol aussi en implantant des arbres sur vos fermes. Voici un modèle de haie. Donc, on va viser un espacement de 3 à 4 mètres entre les arbres. On va viser idéalement 4 genres botaniques, particulièrement dans le cas où on va aller chercher des subventions du MAPAC, dont je vous parle un petit peu plus loin, mais aussi pour la résilience de cette haie-là aux différents changements qui peuvent survenir dans le milieu. Pensons juste à la grille du frêne là, qui est en train de disséminer les frênes au Québec. Donc, c'est un peu une répartition du risque.
Et on va essayer d'intégrer des feuillus comme source de nectar et de pollen pour favoriser les pollinisateurs. Donc, souvent, les premières floraisons vont être au niveau des arbres, là. Donc, en avril, on est capable d'aller chercher une belle valeur ajoutée pour les pollinisateurs en intégrant des feuillus. On va avoir une haie qui a à peu près 4 mètres de large à maturité, selon l'entretien qu'on en fait, bien entendu. Et on peut donc penser à mettre 2 haies, par exemple, donc 2 rangées là, dans une bande tampon. La plantation va majoritairement être faite sur paillis plastique pleine longueur, mais on peut aussi utiliser là, des collerettes pour la plantation. Éléments à considérer dans le choix d'abord des espèces. Donc, il faut vraiment bien choisir nos espèces pour la circulation et le positionnement de la haie, là, bien entendu, pour la circulation de l'air et également parce que certaines espèces sont hôtes de ravageurs et de maladies. C'est également un type d'aménagement qui va nécessiter de la taille, donc taille de formation les 5 premières années. On vise à peu près une taille aux 2 ans et la taille d'élagage aux 4 ans par la suite. Je vous donne ici une petite idée de budget, donc un budget type pour un projet clé en main sur 1 kilomètre. Donc, on a d'abord des coûts de conception de demande de subvention pour environ 1 000 $. On a des végétaux pour environ 4 000 $. Implantation sur paillis plastique, donc vraiment un formule clé en main pour 6 400 $. Et des protections là, pour environ 3 000 $, ce qui fait que le coût de l'aménagement est de 14 400 $. Actuellement, il y a un programme de subvention qui est intéressant là, au niveau du MAPAC, donc une subvention via le volet 1.1.5 de Prime Vert qui finance pour les producteurs conventionnels 70 des coûts admissibles jusqu'à 40 000 $ par exploitation. Puis je vous ai mis un petit tableau résumé où vous avez là, les coûts maximaux là, pour chacun des éléments couverts par la subvention. Ce qui fait que si on revient à notre budget type pour l'aménagement d'1 kilomètre, donc au niveau des frais de conception et de subventions là, liées à l'administration de la subvention, on peut aller chercher 560 $ de subvention. Donc, on est à 440 $ de frais réels pour le producteur ou la productrice. Au niveau des coûts des végétaux, donc on a 2 800 $ de subvention, ce qui fait que les coûts réels pour l'entreprise est de 1 200 $. Au niveau de l'implantation, donc la formule clé en main sur paillis plastique, on va chercher 5 250 $ de subvention. Donc, le coût réel est de 1 150 $. Et au niveau des protections, on est capable d'aller chercher au niveau de la subvention le 1 748 $, ce qui fait que le coût réel est de 1 252 $ pour ce volet-là du budget. Donc, au global, on a 14 400 $ de coût, une subvention de 10 358 $ et un coût réel pour le producteur de 4 042 $. Donc, si on regarde ensemble, là, je vous ai remis ça synthétiquement sur la diapositive. Donc, on est allé chercher une subvention de 10 358 $. Le montant déboursé par l'entreprise agricole est donc de 4 042 $. Et il y a des frais donc de taille qu'on estime là, pour les 5 premières années environ 3 000 $. Et bien sûr, il y a des frais qui sont plus difficiles à estimer, qui sont le désherbage et le remplacement des arbres qui doivent être considérés là, dans le coût global du projet. Je vous ai sorti ces chiffres-là pour vous montrer qu'il y a des coûts, il y a des bénéfices, bien sûr, environnementaux, écologiques, mais également sur les rendements qui peuvent se faire sentir. Mais ça peut vous donner une marge de manœuvre là, au niveau de la négociation dans l'optique d'une cogestion. Je vous ai mis aussi, on va passer rapidement, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir, là, quelques espèces coup de cœur là, pour vraiment avoir des bénéfices pour la biodiversité dans l'aménagement. Donc, tilleul d'Amérique, érable à sucre, fèvier d'Amérique et chêne à gros fruits. Autre option pour les haies, on va passer à la haie arbustive. Donc, c'est des haies qui sont plus basses, donc moins de 7 mètres. Elles consistent cette fois à implanter des arbustes sur une ou plusieurs rangées. L'avantage, on va avoir des gains vraiment importants au niveau de la faune bénéfique pour nos cultures. Donc, on peut avoir une floraison qui va attirer pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes de nos ravageurs de culture. On peut aussi penser à y réaliser des activités de cueillette, donc en intégrant des arbustes à fruits ou à noix. Et c'est une croissance beaucoup plus rapide, donc on pense à un établissement aussi plus rapide de la haie sur l'entreprise.
Donc, le modèle type de la haie arbustive, un espacement d'environ 2 mètres qui va varier beaucoup selon les essences choisies, une hauteur maximale de 7 mètres généralement, et on a 2 à 4 mètres de largeur à maturité selon les espèces choisies. Donc, il y a vraiment différents modèles possibles ici. On va viser encore là minimum 4 genres botaniques différents pour les mêmes raisons qu'énoncées précédemment. Au niveau des éléments à considérer, bien, il y a une très grande importance au niveau du choix d'espèces qui peuvent être hôtes de ravageurs et de maladies, donc en fonction des cultures qui seront en place chez vous et chez le voisin. On va penser aussi à bien l'orienter pour la circulation de l'air, pas bloquer le froid, l'évacuation du froid. Si l'objectif est de limiter la dérive, il va falloir choisir des arbustes de grande taille à ce moment-là, donc 6 mètres ou plus. Et les besoins en taille vont être très variables selon les espèces. Il y a plusieurs espèces qu'on peut rabattre tout simplement au sol. Donc, au niveau de la gestion de la taille, c'est peut-être moins un défi ou un problème que dans le cas des haies arborescentes, mais il faut quand même le prendre en considération dans l'évaluation des coûts. Donc, je vous ai refait un projet type clé en main sur 1 kilomètre. Donc, on a les mêmes frais de conception et de subvention liés au projet, donc environ 1 000 des végétaux pour 6 000 l'implantation sur paillis plastique pour 6 400 Les besoins en protection sont variables. J'en ai pas mis dans ce budget-là. Donc, on a un projet qui totalise 13 400 On va regarder avec la subvention prime vert, volet 1.1.5, ce que ça donne. Donc, il y a 560 qui est couvert par la subvention au niveau des frais de conception. Donc, on a un coût réel de 440 on a des subventions qui vont couvrir 4 200 des frais de végétaux, donc il reste 1 800 à couvrir par l'entreprise. Au niveau de l'implantation clé en main sur paillis plastique, on a des coûts de 6 400 La subvention couvre 5 250 donc on a des frais réels de 1 150 pour l'entreprise. Et je n'ai pas mis de coût de protection, donc on est à 0 ce qui fait qu'au global, le coût du projet était de 13 400 On est allé chercher une subvention de 10 pour des coûts assumés par l'entreprise de 3 390 Donc voilà, donc cette diapositive résume un peu les chiffres. Au niveau des frais de taille durant les 5 premières années, bien, ils vont être très, très variables, peut-être plus faciles à réaliser soi-même aussi avec un équipement de base. Désherbage et remplacement des arbustes aussi sont à considérer, mais vont varier beaucoup. Je vous présente également des espèces coup de cœur, donc qui peuvent être intégrées dans les haies, viande trilobée, le d'Iberville chèvrefeuille, noisetier d'Amérique et le rosier inerme. On va parler maintenant ensemble de pré-fleuri. Donc, le pré-fleuri, je le présente ici comme le résultat d'un semis de mélange de graines de différentes espèces de plantes à fleurs. Donc, l'objectif est vraiment ici de favoriser les insectes bénéfiques, particulièrement pour nos cultures. C'est un des avantages, c'est que c'est facile d'entretien, donc peu coûteux au niveau de l'entretien. C'est une fauche annuelle généralement qu'on va recommander et c'est beaucoup moins engageant. Si jamais l'entente change, ben, il n'y a pas d'arbre à déraciner. On peut tout simplement déplacer cette bande-là sur notre entreprise. Ce qu'on va chercher dans les pré-fleuris, c'est vraiment d'avoir une floraison qui est abondante et continue toute la saison. Donc, on vous a fait le schéma, le type d'un mélange de pré-fleuris. On veut toujours quelque chose en fleurs pour maintenir nos insectes bénéfiques en place sur l'entreprise. Les éléments à considérer, on va privilégier les vivaces dans ce genre d'aménagement-là, particulièrement sur les fermes de grande culture où il y a la rotation de culture amène beaucoup de perturbations et d'avoir une zone tampon habitée par des plantes vivaces va vraiment permettre d'offrir un refuge lors de ces perturbations-là, puis une zone d'habitat beaucoup plus intéressante. Bien sûr, il faut bien réfléchir les mélanges qu'on choisit pour éviter les adventices potentiels. Je sais, pour avoir discuté avec plusieurs producteurs en grande culture, par exemple, les mélanges où il y a de l'asclépiade, bien, il y en a plusieurs qui sont réticents à les utiliser. Donc, c'est vraiment de bien réfléchir le mélange, de bien le connaître pour faire les bons choix. Ce qui est essentiel, c'est aussi une très bonne préparation de sol. C'est pas rare qu'on va recommander d'utiliser une saison complète pour préparer le sol ou de mettre un engrais vert la première année là, pour vraiment avoir le moins d'adventices potentiels dans cette bande-là.
On va faire des semis au printemps avec une plante abri. Ou encore à l'automne, là, pour plusieurs mélanges avec des plantes indigènes, le semis à l'automne va être intéressant. Plus d'une fois, je peux être nécessaire pour contrôler les plantes adventices. Il faut le considérer, là, les premières années, le temps que les espèces choisies s'établissent bien, ben, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de travail à faire de ce côté-là. Le coût des semences, c'est très variable. On va parler entre 300 l'hectare si on y va avec des mélanges qui sont davantage composés de plantes, entre autres de légumineuses cultivées, jusqu'à 9 000 l'hectare. Donc, il y a vraiment une large gamme de produits de ce côté-là. Pour les semences de plantes indigènes, elles peuvent être incluses dans un aménagement qui va être subventionné aussi par le volet 1.1, 1.5 de prime vert. Donc, il faut que ce soit dans le cadre d'un aménagement plus vaste toutefois, parce que seulement 70 de l'aménagement qui peut être issu de semis. Donc, soit qu'on prévoit, entre autres, pour accompagner une haie d'arbustes ou d'arbres, ou encore, on fait une partie qui va être en transplant et une partie qui va être en semis pour pouvoir bénéficier des subventions. La réalité du pré-fleuri, c'est que c'est quand même difficile d'obtenir une floraison qui va être diversifiée dans le temps avec les mélanges. Ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il peut être souhaitable de faire certains semis en massif de fleurs, donc d'y aller vers des sections en monoespèces ou de faire des semis en bande pour un établissement plus diversifié et plus adéquat, mais ce qui nécessite toutefois plus de travail lors du semis. Je vous présente des espèces coup de cœur là, au niveau des pré-fleuris, donc l'astère de Nouvelle-Angleterre, la Chili millefeuille, le tournesol vivace et la monarde fistuleuse. C'est pour vous inspirer, il y en a bien d'autres. Et au niveau des pré-fleuris, il y a, comme je vous le disais, des plantes cultivées vivaces qui sont d'intérêt pour les pollinisateurs. Si on veut faire des grandes superficies, des fois au niveau des coûts, c'est des espèces qui peuvent être intéressantes à intégrer. On va penser entre autres à la chicorée fourragère, au lotier corniculé, beaucoup d'espèces de trèfle et au mélilo blanc et jaune, entre autres. Mais on aurait pu ajouter la luzerne et plusieurs autres plantes à fleurs là, qui sont quand même communes là, sur les fermes, mais qu'on laisse malheureusement pas toujours fleurir. Au niveau des haies multistrates, ben, c'est un peu le nec plus ultra des aménagements. Là, on vient combiner au moins une des deux catégories de végétaux présentées précédemment, soit des arbres, des arbustes et des herbacées, sur une ou plusieurs rangées. Donc, on est dans des aménagements un peu plus complexes. L'avantage, le gros avantage, c'est que ça répond aux besoins d'habitat et de nourriture d'un plus grand nombre d'espèces animales. L'établissement va être rapide parce que les herbacées et les arbustes vont venir couvrir rapidement. Et on va présenter essentiellement les avantages des autres types d'aménagements ici combinés. Je vous montre un exemple. Alors, la haie multistrate, donc on a vraiment ici, on a mis des arbres et des arbustes sur une rangée et une autre rangée avec des espèces herbacées. Éléments à considérer, on va privilégier les transplants et les plants de plus gros format pour un établissement rapide et uniforme. Donc, avec les subventions actuelles, ça devient intéressant d'aller vers des plants là, déjà de plus gros format. L'implantation se fait généralement en quinconce ou en massif parce que les plantes s'établissent mieux comme ça, mais c'est aussi au niveau des massifs là, beaucoup plus intéressant pour la faune visuellement de repérer les plantes en fleurs en massif. Là, ça devient vraiment plus intéressant, plus payant pour eux. Donc, le coût d'implantation va être généralement élevé, mais va varier beaucoup en fonction du design et des espèces choisies. Donc, moi, je vous présente mon aménagement de rêve. Là. Donc, c'est 1 kilomètre de haies, projet clé en main. Donc, c'est encore là 1 000 au niveau de la conception et des demandes de subvention. On va aller chercher un 20 000 en végétaux. Et là, j'ai fait une implantation sur paillis de copeaux de bois. Donc, c'est beaucoup plus cher que sur paillis plastique. On s'entend, mais très variable selon la provenance des copeaux. Mais dans le cas qui nous occupe, on est à 15 000 pour l'implantation sur copeaux de bois. Et au niveau des protections, ben, je n'ai pas mis de coût comme tel dans le cas présent. Donc, on a un budget total de 36 000 Si on regarde ce que ça donne au niveau des subventions, donc pour la conception, l'aménagement, on a toujours un 440 qui doit être assumé par l'entreprise conventionnelle. Le coût des végétaux est subventionné. Donc, au niveau, on avait un coût de 20 000, on reçoit une subvention de 14 000, ce qui fait que le résiduel pour l'entreprise est de 6 000 .
Au niveau de l'implantation sur copeaux de bois, le coût est de 15 000 $. La subvention va couvrir uniquement 5 250 $. Donc, les coûts réels pour l'implantation sont de 9 750 $. Et au niveau de la protection, bon, j'ai pas mis de coût comme tel. Donc, le coût du projet était de 36 000 $. On va chercher une subvention de 19 818 $, ce qui fait que le coût net pour l'entreprise est de 16 190 $. Je vous ai remis les chiffres ici, juste pour que vous ayez en tête qu'encore là, bien, il y a des frais de taille si on choisit particulièrement une strate d'arbres. Donc, on va avoir des frais durant les 5 premières années là, qui pourraient s'échelonner autour du 3 000 $ selon la densité de plantation, ce qu'on choisit. Et des coûts de désherbage et de remplacement des végétaux. Si on y va avec des herbacées, les coûts de désherbage sont quand même beaucoup plus importants dans ce cas-ci, là. Donc, c'est à prévoir dans le coût du projet. Donc, voilà. Moi, je vous invite à y réfléchir. Si ce n'est pas dans la zone tampon, ça peut être à d'autres endroits sur votre entreprise. Je pense que la faune du Québec a besoin qu'on mette en place des réseaux d'aménagement comme ceux-ci. Et la zone tampon est un bel endroit pour valoriser justement la biodiversité. Et avec les chiffres que je vous donne, en fait, ça va permettre, je pense, de tracer un petit peu plus les balises là, qu'on peut mettre au niveau du partage, soit de supporter, de partager les coûts d'implantation qui sont non couverts par les subventions. Ça peut être aussi d'assumer l'entretien et le remplacement de végétaux morts. Je sais que à travers les discussions qu'on a, l'entretien, ça fait peur, ça inquiète beaucoup. Donc, s'il peut y avoir un partage à ce niveau-là, je pense que ça pourrait mener à des beaux projets. Réaliser le semis ou la fauche des prés fleuris peut aussi faire partie de l'entente entre les producteurs. Et on peut viser soit des aménagements mitoyens ou entièrement chez le voisin. Donc, on a des cas intéressants à travers les capsules vidéo que je vous invite à visionner. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vais arrêter de partager l'écran. Merci Noémie, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Vous parliez de tantôt les subventions pour le producteur conventionnel, puis là, vous parlez soit mitoyen, soit seulement chez le voisin. Mais dans le fond, si le voisin n'est pas intéressé, mais que le producteur bio veut faire ça sur son terrain, est-ce qu'il y a accès aussi à ces subventions-là ou c'est seulement pour les Oui. producteurs conventionnels? Oui, OK. Non, la subvention est valable aussi pour les producteurs biologiques. Moi, je me suis concentrée sur un scénario où on était vraiment chez le producteur conventionnel. La subvention est même bonifiée de 15 % en réalisant l'aménagement sur la ferme biologique. Donc, on est à 85 % de subvention avec les mêmes plafonds là, ajustés, mais on peut aller chercher un peu plus là, sur les entreprises biologiques actuellement avec le programme. OK. Et il y a d'autres programmes disponibles aussi. Puis si c'est mitoyen, est-ce que la demande peut être faite comme conjoint avec les deux ou est-ce que les subventions sont doublées? Parce que là, dans le fond, les chiffres que vous avez présentés, est-ce que c'est pour une bande de 8 mètres? C'était en fait pour une bande simple, donc une rangée simple sur 1 kilomètre. Donc, on est. OK, fait que ça fait pas 8 mètres, on fait ça. Non. OK. Et on va faire 8 mètres, c'est le double. Là. Exactement. Exactement, oui. Donc, on est vraiment en rangée simple sur 1 kilomètre. Je l'ai présenté comme ça parce qu'il y a plusieurs producteurs qui se laissent un chemin d'accès. Donc, souvent, avec une rangée de haies et un chemin d'accès, on arrive à la zone tampon de 8 mètres. OK. Donc, je l'ai présenté effectivement, puis je suis désolée, je l'ai pas spécifié, mais c'était vraiment des rangées simples dans ce cas-ci. Mais c'est ça, il y a quand même d'autres programmes de subvention qu'on peut aller chercher, là, dépendamment du type d'aménagement qui est mis en place. Je me suis limitée au volet 1.1, 1.5 de Prime Vert parce que c'est pas mal celui qui est le plus utilisé, qui permet, disons, plus d'applicabilité sur un ensemble d'entreprises là, actuellement. Puis quand vous dites il y avait de l'aide pour la recherche de subventions, dans le fond, est-ce que c'est les conseillers des clubs qui vont s'occuper de ça ou Oui, exactement. Il y a des documents à remplir, un plan de conception, un plan d'aménagement. Et donc, le programme actuellement donne 560 $ pour les producteurs conventionnels. Je pense qu'on est à 650 ou 680 $ pour les producteurs biologiques pour monter la demande. Donc, finalement, ça, c'est de l'argent qui est offert par la subvention pour payer l'agronome, les biologistes qui vont travailler sur le plan de conception.
mais ça couvre malheureusement généralement pas tous les coûts là, de travail. Donc, soit que il y a des gens qui vont faire une partie là, en service conseil, là, dans le fond, qui vont aller chercher des heures subventionnées au niveau du service conseil également. Donc, ça, il y a différentes possibilités selon l'entrepreneur. Donc, c'est un cas type, mais il peut y avoir des coûts variables, là, bien entendu, au niveau des services offerts là, selon les entreprises. OK. Merci. Merci Mme Goulet, pour votre question. Est-ce qu'on en a d'autres questions? Faut pas se gêner, on a du temps encore. Oui, allez-y, M. Bichette. Pour un brise-vent bien implanté, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des remboursements de crédit carbone? Ça, c'est tout un débat actuellement. Oui. La réponse simple, c'est oui. C'est ça. La réponse simple, c'est oui. Il y a possibilité d'avoir un remboursement. Donc, quand on plante des arbres, il y a possibilité effectivement d'être compensé au niveau des crédits carbone. Je pense que le bémol, c'est est-ce qu'éventuellement on aura au niveau des entreprises agricoles à justement aller chercher de votre côté aussi des crédits carbone et à peut-être en fait, il y a un débat surtout à est-ce qu'on vend nos crédits carbone sur nos fermes actuellement ou on s'en sert un peu pour valoriser nos bilans carbone au sein même de nos entreprises. Donc, ouais. Mais ça fait partie de la bourse du carbone puis des éléments. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Madame Leblanc. Oui, bonjour. Je sors un petit peu de la bande tampon. C'est que je me posais la question justement par rapport à la biodiversité au niveau des oiseaux, l'exemple des goglus. Je sais qu'au Vermont, j'ai travaillé sur une recherche à l'Université de Vermont où on faisait le suivi des nichés des goglus et des autres oiseaux de près pour savoir les périodes de la volée des oisillons, puis pour inciter peut-être une aide financière pour repousser les premières fauches, les premières coupes plus tard, si on peut savoir la nicher. Puis c'est comme assez intéressant où ce que le gouvernement au Vermont a donné des initiatives financières aux producteurs pour repousser les fauches à partir d'une telle date, genre je pense que c'est fin juillet ou la première fauche au mois d'août. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe au Québec? Il n'y a pas de programme qui existe pour compenser effectivement là, les pertes qui peuvent être engendrées là, par un retard de la fauche. Mais c'est des données qui sont connues pour le Québec aussi. Okay. Il y a un guide sur les oiseaux champêtres là, qui documente très bien, par exemple, bon, des fois, retarder la fauche, ça peut être problématique, mais comment bien faire la fauche avec les barres d'effarouchement, avec la façon, dans le fond, d'entrer dans le champ, de circuler dans le champ pour limiter les pertes. Mais il n'y a pas de programme actuellement pour compenser. Ce serait une bonne chose d'en mettre en place, très certainement. Oui, ça pourrait être suggéré, oui, ça serait intéressant. J'ai quelqu'un dans le canal de discussion qui écrit que ALUS offre un programme de compensation. Ah, bon, ben, je suis désolée, je n'étais pas au courant. Donc, de ce côté-là, ouais. Donc, pour des régions cibles, probablement qu'il peut y avoir de la compensation à ce moment-là. Madame Belfroy, est-ce que vous voulez compléter? Allô, Noémie, c'est moi qui ai Allô? répondu. Super. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est par région, mais selon moi, là, ALUS l'offre là, quand il y a des goglus, même en Outaouais, il l'offre à différentes périodes. Fait que je ne peux pas parler pour le programme, mais je sais que ça se fait. Là, puis dans Montérégie, il y a quelques producteurs qui le prennent, ce programme-là, pour le retard de fauche. Fait que c'est intéressant quand même. Est-ce que tu sais c'est quoi comment ça fonctionne exactement? Mais sinon, on pourra peut-être trouver l'information puis vous l'envoyer à travers la documentation. Là. Oui. Je vais te trouver ça, puis je te donnerai ça. Parfait. Ça sera rajouté. Super. On pourra le rajouter dans notre panoplie d'infos qu'on a à vous transmettre là, à la suite de la formation de ce matin. Merci pour le complément. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos experts invités? Je crois que ça va. Oui, je pense que ça va. Donc, on va continuer. La façon dont le chiffrier est conçu, vous allez avoir ici, dans cette première partie en haut, l'information pour documenter votre superficie quand on se pose la question pour une bande tampon donnée. Et puis, retenez que ce que vous voyez ici à l'écran en bleu
j'ai mis sur fond bleu ce qui correspond à des exemples basés sur des références pour vous aider à remplir la partie qui vous concerne, qui est la partie en vert. Et ce qui est sur fond vert, retenez que ce qui est à remplir, c'est les cases qui sont entourées avec du gras. Donc, les seules choses que vous avez à remplir, c'est ces cases ici. Et ce que vous avez à la gauche de votre écran, voyez que une fois qu'on a dit la taille de la bande tampon, le calcul pour la ferme biologique est ici et le calcul pour la ferme voisine est ici. Et le résultat, le sommaire pour discuter l'ensemble, va se calculer dans la partie en jaune ici en haut. Donc, sommairement, vous voyez que là, j'ai pris l'exemple d'une zone tampon qui aurait une longueur de 10 000 pieds carrés. Ça va être converti. Donc là, vous pouvez le remplir ici et c'est indiqué ici en pieds. Dans l'exemple que j'ai pris ici, on aurait une bande de 10 000 pieds carrés avec une largeur de 8 mètres, donc ça fait 27 pieds. Donc ça représenterait un 2,5 hectares pour l'exemple dont on parle ici. Donc, si j'y vais avec cet exemple, supposons que donc la culture principale de votre champ est en soya, on figure et là vous reportez le rendement moyen que vous avez normalement dans votre champ. Et là, c'est un rendement en tonnes à l'acre qui vous est proposé d'indiquer. Donc, 0,8 tonnes à l'acre. Donc, vous voyez que ça correspond à un petit peu moins de 2 tonnes à l'hectare. Donc, avec le prix moyen auquel vous attendez à avoir, 1 300 $ la tonne. Vous voyez que, donc, comme je vous disais, en bleu, c'est une base de référence. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est idéalement, mettez vos chiffres et sinon, vous pouvez vous aider de ce qui est ici à côté. Donc là, on a donc comme revenu brut le 2560 qui s'affiche ici. Vous avez rentré votre rendement et votre prix. Et au niveau des charges variables, bon, vous voyez que il y a des situations bien différentes selon les entreprises, selon que vous faites faire vos analyses de gestion, que vous avez vous-même des calculs séparés dans votre comptabilité. Vous allez mettre un coût à l'hectare pour votre champ, sinon vous pouvez utiliser une référence. Donc ici, j'ai simplement repris le calcul de la référence, c'est-à-dire 795 $ par hectare. Donc, vous voyez que en haut, on a indiqué la superficie qui nous intéresse, mais dans le remplissage ici, vous remplissez les choses par hectare ou par acre, là, d'accord? Comme c'est indiqué ici, les unités. Et donc, ça nous permet, cette première partie que vous remplissez, ça vous donne votre calcul de votre marge potentielle, votre marge bio. Donc, ici, c'est le calcul qui est ici. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans votre bonne tampon, par exemple, là, si vous vendez votre soya au prix conventionnel, c'est ce que vous faites actuellement dans votre bonne tampon, votre revenu, vous l'indiquez ici. Donc, votre revenu, c'est le rendement fois le prix. Donc, là, c'est un exemple où c'est inférieur. Et vos coûts variables un petit peu plus élevés parce que vous passez par une COIA. Fait que vous remplissez ces chiffres-là. Et ce que vous permet le chiffrier vient vous indiquer ici le manque à gagner en bio. Donc, vous voyez que là, on avait calculé votre marge habituelle, la marge que vous avez avec votre utilisation de votre bonne tampon actuelle, 1700 moins 1200, ça nous donne un peu plus de 600 $ de perte dans le fond. Ça, c'est la valeur par hectare. Et comme on a parlé de cette superficie-là en bande tampon, notre 10 000 pieds carrés, ça nous donnerait donc pour les 2,5 hectares, ça nous donnerait une perte, les 574 pour les 2,5 hectares, ça vous fait une perte dans votre bande tampon de 1439 $. Autrement dit, c'est la somme à récupérer si vous transférez la bande tampon. Le calcul est identique, donc je passe rapidement, mais chez le voisin qui viendrait, lui, appliquer la bande tampon chez lui, vous le faites avec lui ou il le fait, et vous mettez son rendement, son prix moyen, ses coûts,
Et qu'est-ce qui arrive s'ils récupèrent la bande tampon? Ben, on s'attend à une perte de rendement, souvent une baisse de revenus. Donc là, ce qui vous est proposé d'indiquer, c'est de combien de pourcents tu penses que ça va baisser. Donc, par exemple, là, on a figuré une baisse de revenus de 20% et puis une baisse de coûts. Ça, c'est pas documenté par des références. Je vous ai mis un exemple là de choses auxquelles on s'attend. Donc, on s'attend souvent à une baisse de revenus. Les coûts peuvent baisser si certains intrants et opérations ne sont plus faites. Donc, dans ce cas-là, on a donc la marge théorique qu'il a normalement, la marge qui serait celle en bande tampon, et ça nous donne donc son manque à gagner en récupérant la bande tampon que vous avez, appliqué sur la superficie en question. Donc, le manque à gagner qu'il a, et on peut venir rajouter un montant en valeur de travail. Donc, avec ce montant ici et ce montant ici, on a la totalité de la perte en jaune que vous comparez avec ici la perte si c'est le producteur bio qui le supporte. Ça apparaît en jaune, mais dans le fond, ce qui est important, c'est que rendu là, vous avez ici le sommaire pour discuter l'entente qui est résumé ici en haut. Donc, vous voyez que ça, c'est transféré directement. L'avantage de la ferme bio, c'est 1 439 $. L'inconvénient pour la ferme voisine, c'est 927. Donc, on a bien une marge de négociation ici. Donc, comment est-ce qu'on vient compenser la ferme voisine pour ce 927? C'est là où vous pouvez proposer, ben, je vais venir faire une compensation en nature et en service, donc les sarclages de 400 $, et je viens proposer une compensation monétaire. Le total des deux, 400 plus 600, ça fait 1000. Donc, moi, le producteur bio, ben, je reste gagnant parce que ce que je donne, c'est moins gros que ce que j'ai gagné au total, mon avantage récupéré, et je viens couvrir l'inconvénient de la ferme voisine. Donc voilà un petit peu le principe de ce chiffrier, c'est spécifier la superficie, faire apparaître l'écart des marges et vous résumer en haut ici comment est-ce que vous pouvez en confrontant, en mettant côte à côte l'avantage et l'inconvénient de chaque, comment est-ce qu'on peut équilibrer la balance d'une certaine façon. Alors voilà pour le chiffrier. Donc, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu. Est-ce que je départage mon écran, Magali? Oui, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Ça va D'accord. être plus facile de voir les gens que tu as repartager au Oui, besoin, là, si on a parfait. besoin de visuel là, pour répondre à la question. Est-ce qu'on en a des questions pour Anne et son bel outil qu'est le chiffrier? Je ne crois pas, c'est très clair. Même les petites néophytes comme moi ont compris. Je vais me Donc, réserver, dans ce cas-là, le mot de la ben fin, oui, si tu permets, Magali. Alors, vas-y, je Émilie. rappelle que vous allez recevoir par courriel des vidéos comportant des témoignages de producteurs qui ont réellement mis en place des ententes de cogestion, qui parlent des défis, des enjeux auxquels ils ont fait face, les 6 fiches techniques là, dont on parle, le chiffrier qui vient de vous être montré, également les liens vers tous les programmes et subventions, on va vous les faire parvenir. Évidemment, c'est un projet qui est innovateur. On sait que l'entente de cogestion est quelque chose qui est différent. Donc, on vous demande de vous laisser le temps. Parfois, c'est simplement de semer une graine, en parler une première fois aux voisins, présenter le projet, valoriser son entreprise, votre entreprise. C'est surtout cette valeur-là de respect mutuel qui fait en sorte que ça établit un lien de confiance aussi pour pouvoir mettre en place un type d'entente comme cela. Puis, peut-être que ça va pas se concrétiser forcément cette année, mais parfois, dans les années subséquentes, là, il y a des conversations qui peuvent se placer, puis de fil en aiguille, ça peut se faire. Donc, gardez à l'esprit un peu d'espoir aussi de ce côté-là. C'est quand les innovations peuvent parfois prendre un peu plus de temps. Il y a des préjugés à déboulonner. On le sait justement, Mme Tanguay, là, ce que vous avez dit comme commentaire plus tôt. Oui. C'est un écho qu'on a reçu à plusieurs reprises. Oui. Ouais, Allez-y, Mme Tanguay. Là-dessus, est-ce qu'il y a des représentations qui sont prévues par le PA auprès des producteurs conventionnels pour les inciter à juste écouter? Déjà, une entente ou est-ce qu'il y a des choses prévues là-dessus? Non, on ne fera pas de
représentation. Par contre, on a du service conseil. On peut aussi vous assister pour simplement ouvrir les canaux de communication, quoi apporter comme argument, comment présenter justement la production en régie biologique. Des fois, c'est des erreurs de perception, des préjugés ou même une méconnaissance carrément Exact. des pratiques agricoles. Faut pas Merci. hésiter à téléphoner ou à écrire à biologique à commercialupa.qc.ca, Mhm. recevoir des ressources, des conseils, puis des références là, aux besoins. Là. Donc, vraiment pas hésiter Ça va à nous faire ce plaisir d'aider. niveau-là. Alors, est-ce que c'était complet, Émilie? Est-ce que tu avais Oui. autre chose à rajouter? Oui, donc, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez été nombreux à vous inscrire. On est très contents de ça. Et puis, tel que mentionné, dès que toute la documentation est disponible, vous recevrez un courriel là, pour pouvoir aller la chercher. Merci à nos experts invités. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, bien, à une prochaine fois peut-être. Qui sait? Merci beaucoup.